Tant que l'on n'aura pas rendu conscient les contenus de l'inconscient, ils continueront à diriger nos vies et nous continuerons à les appeler le destin. Dans la première partie de ce diptyque, je vous ai parlé d'un certain nombre de figures que l'on retrouve dans la pensée jungienne. L'ego, le soi, l'ombre et les archétypes. Et je vous avoue qu'il en existe un paquet d'autres, mais que je vais pas les passer en revue ici, non seulement pour des questions de temps, mais aussi parce qu'on s'éloignerait du sujet fondamental que j'essaye de mettre en lumière. Donc dans cette vidéo, point d'animus, point d'anima, d'énantiodromie, de syzygie, d'imago, et tout ce vocabulaire passionnant et qui pourrait pourtant nous aider à dominer nos interlocuteurs lors de soirées mondaines. De toute façon, on n'a plus des soirées mondaines en ce moment, donc on s'en fout. Mais si le sujet vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire, parce que là aussi, YouTube manque cruellement de vidéos francophones à ce sujet. Et puisqu'on en parle de ces sujets, eh bien vous aurez remarqué qu'ils sont rares dans leur version francophone, et je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'ils sont importants. Et si vous aussi vous pensez qu'ils auraient intérêt à intégrer la sphère publique, eh bien vous pouvez y contribuer, que ce soit en regardant cette vidéo bien sûr, mais en la likant, en la partageant, en vous abonnant à cette page, parce que toutes ces actions elles ont pour effet de faire remonter cette vidéo dans les moteurs de recherche. Donc n'hésitez franchement pas et je vous en remercie. Bref, je sais plus exactement comment je voulais reprendre la suite des événements, donc en attendant que je remette un petit peu d'ordre dans mes notes, eh bien je vous propose qu'on se remette en jambes avec cette citation plutôt stylée. L'homme contemporain soutient sa croyance au prix d'un remarquable défaut d'introspection. Il ne voit pas que malgré son raisonnement et son efficacité, il est toujours possédé par des puissances qui échappent à son contrôle. Ses dieux et ses démons n'ont pas du tout disparu, ils ont simplement changé de nom. Ils le tiennent en haleine par de l'inquiétude, des appréhensions vagues, des complications psychologiques, un besoin insatiable de pilules, de tabac, de nourriture, et surtout par un déploiement impressionnant de névroses. L'homme moderne ne comprend pas à quel point son rationalisme l'a mis à la merci de ce monde psychique souterrain. Il s'est libéré de la superstition, du moins il le croit, mais ce faisant, il a perdu ses valeurs spirituelles à un degré alarmant. Ses traditions morales et spirituelles se sont désintégrées, et il paie cet effondrement d'un désarroi et d'une dissociation qui sévissent dans le monde entier. Donc ça a été écrit en 1964, et c'est marrant parce que malgré la justesse de ses propos, par rapport au Covid, par rapport à l'Amazonie qui crame, par rapport à la crise de sens générale qui a l'air de saisir notre société, eh bien les théories jungiennes, elles n'ont pas du tout intégré la sphère publique avec le même aplomb que les théories freudiennes. Comment ça se fait? Après avoir pas mal échangé avec les Jungiens et les adeptes des voyages psychédéliques, eh bien je me suis rendu compte que ces deux communautés avaient au sujet de Freud un avis plutôt négatif. Passé le feu d'artifice de la découverte de l'inconscient, Freud semble perçu comme une sorte de représentant de la bonne société qui se contente simplement de refiler une poire pour la soif à ceux qui réclament plus d'introspection. Pour beaucoup, son modèle se réduit à une sorte de poubelle dans laquelle on peut balancer tous les fantasmes sexuels que le système réprime. Ce qui n'est pas absolument faux, mais qui est par contre absolument insuffisant pour définir les espaces mentaux rencontrés par les psychonautes en tout genre. Mais il se trouve qu'en dépit de cette insuffisance, cette définition elle a l'air de convenir au plus grand monde. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut commencer à comprendre la popularité de ce modèle. Au XXIe siècle, l'inconscient vu par Freud, il a beau être incomplet, il reste super populaire parce qu'au final, il est assez confortable pour tout le monde. Simple à comprendre, parfaitement soluble dans une société qui privilégie la verticalité, la hiérarchie et le matérialisme, il semble conçu grâce et pour une certaine frange de la société occidentale, blanche, puissante, aisée financièrement et dotée de suffisamment de temps libre. Et franchement, tant mieux pour elle. C'est juste que dès qu'on sort de ce contexte, cette perception, elle a l'air de beaucoup moins tenir la route. Une expérience de mort imminente, une méditation au long cours ou une pipe de diméthyltryptamine suffisent à nous montrer que loin d'être un simple placard, cet arrière-monde, c'est un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe et beaucoup plus mystérieux que ce que la conscience normale nous permet normalement d'envisager. Il est surtout plus fascinant, plus effrayant et beaucoup plus dangereux. Comme l'avait très bien compris Terence McKenna, sur lequel j'ai déjà réalisé une précédente vidéo et que je vous invite à consulter, l'une des raisons principales qui explique l'interdiction des substances psychédéliques dans nos sociétés, c'est un peu la même qui fait que l'on regarde les pratiques méditatives ou spirituelles avec du scepticisme ou du dédain. Le point commun de toutes ces pratiques, c'est qu'elles ont pour effet de mettre en sommeil le réseau neurologique qui est à l'origine de nos hiérarchies, et qu'on appelle le mode par défaut.
Le truc, c'est que vu que nos systèmes sont bâtis essentiellement sur des principes hiérarchiques, on comprend facilement que si les gouvernements laissaient se propager certaines pratiques, certaines substances avec de telles répercussions sur le cerveau de leurs concitoyens, eh bien ça reviendrait tôt ou tard à scier la branche sur laquelle ils sont assis. La plongée dans ces strates de conscience nous amène à une mise en perspective, une réévaluation de nos systèmes de valeurs. Du coup, certains folklores qui semblaient un peu bidons semblent soudainement se regonfler de sens et de pouvoir, tandis que d'autres unités de mesure, d'autres croyances et d'autres acquis se voient secoués, avec un risque significatif de les voir se briser. Et le premier à avoir fait l'expérience de cette secousse fut Carl Gustav Jung lui-même. Sa rupture avec Freud le laisse profondément affecté. Et pendant les années qui suivirent, il fut assailli par d'intenses visions prophétiques qui le laissèrent perturbé et qui handicapèrent significativement son travail diurne de médecin psychiatre. Incapable de se concentrer sur son activité normale pourtant florissante, il décide de s'atteler, nuit après nuit, pendant une quinzaine d'années, à la restitution de ses visions apocalyptiques dans un livre qu'il rédige dans un état second. Le résultat s'intitule « Le livre rouge ». Sorte de grimoire médiéval rédigé à la main à grands coups de calligraphie, d'illustration et d'enluminure, il raconte à la fois la plongée de Jung dans sa propre psychose, mais aussi un voyage au travers de sa propre mythologie, au cours de laquelle il s'incarne tour à tour en chevalier, en dragon et en oracle annonciateur des drames européens à venir. Bref, un bouquin à des années-lumière des ouvrages méthodiques et cartésiens qu'il avait publiés jusqu'à présent. Tellement éloigné d'ailleurs que sa famille, inquiète de l'image qu'il pourrait renvoyer, n'en autorise la publication qu'en 2003, soit 42 ans après la mort de Jung. Et c'est pourtant dans ce livre qu'on trouve la quintessence de la confrontation entre les deux forces qui habitaient l'esprit de Jung. D'un côté, le scientifique diurne, le médecin, figure patriarcale d'autorité, et de l'autre, le personnage nocturne, le chaman, en proie à des visions et des perceptions qui le dépassent. Et c'est vraiment de cet effort pour créer des liens entre le monde physique et le monde de l'esprit qu'émerge toute la richesse de la pensée de Jung. Et c'est ce même effort qu'ont repris à leur compte par la suite des penseurs aussi variés que Dennis et Terence McKenna, Alan Watts, ou plus proche de nous Jordan Peterson, qui ont tous, à un moment ou à un autre, établi des ponts entre l'inconscient collectif jungien et l'approche psychédélique. D'ailleurs, il suffit de jeter un œil aux sublimes illustrations contenues dans le livre rouge pour s'apercevoir qu'en dépit de la sobriété de l'expérience, le trip psychédélique n'était franchement pas loin. Ce livre constitue pour Jung une réponse au tourment existentiel qu'il habitait, et qui l'amène à supposer l'existence d'un antidote à tous les poisons qui habitent l'esprit humain. Cet antidote, il le nomme le numineux, c'est-à-dire le sacré, le divin, le tout autre, dans ce qu'il a de plus primitif, de plus originel, de plus mystérieux, de plus terrifiant, et dont chacun doit faire l'expérience. Parce que dans cette compréhension, on peut effectivement s'atteler à soigner les névroses avec une certaine efficacité, certes, mais tant qu'on n'aura pas compris qu'elles font partie structurellement du système dans lequel on évolue, eh bien on ne pourra jamais complètement s'en défaire. Du coup, la solution, elle réside pas dans le fait de soigner un individu pour ensuite le replacer dans un contexte aussi pété que lui. Il faut que d'une manière ou d'une autre, l'individu puisse faire l'expérience d'un lien direct avec l'entité suprême, l'univers, la nature, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. La puissance originelle qui lie toutes les choses entre elles, de façon à ce qu'il puisse redécouvrir, dans sa chair en fait, qu'il est une partie intégrante et essentielle du monde qu'il habite. C'est cette expérience, et cette expérience seule, qui rend au monde tout le mystère et la noblesse que l'ère matérialiste lui avait retiré. Et c'est cette expérience, et cette expérience seule, qui offre à l'esprit malade la hauteur nécessaire pour remettre en perspective les névroses qui l'aveuglaient jusqu'ici. Et alors, mes tendances monomaniaques et moi-même, on se demande inévitablement, quoi de mieux que les psychédéliques pour nous permettre d'avoir accès à cette expérience? Et pour autant que j'en sache, à aucun moment dans les écrits de Jung, il n'est question de molécules permettant de révéler l'âme de celui qui les absorberait. Au mieux, quelques vagues références à quelques vagues narcotiques, mais c'est à peu près tout. Jusqu'à ce que j'apprenne l'existence d'un échange épistolaire qu'il a eu avec un certain Victor White, un prêtre dominicain avec lequel il échangeait sur des questions d'ordre spirituel. À un moment, ce dernier interroge Jung sur Aldous Huxley et son livre Les Portes de la Perception, dans lequel il rapporte son expérience de la mescaline. Et dans sa réponse datée du 10 avril 1954, Jung se montre plus que méfiant au sujet des psychédéliques. Est-ce que cette drogue est la mescaline ? Elle semble effectivement avoir des effets très curieux, à propos desquels je ne sais presque rien. Je ne sais pas quelle valeur elle peut avoir pour un patient psychotique ou névrosé.
Je sais simplement qu'il n'y a aucun intérêt à vouloir en savoir davantage au sujet de l'inconscient collectif que ce que les rêves et les intuitions veulent bien nous donner. Plus l'on en sait, plus lourd devient notre fardeau, parce que les contenus inconscients deviennent une problématique personnelle de l'individu dès lors qu'ils sont devenus conscients. Désirez-vous davantage de solitude et d'incompréhension de la part de votre entourage ? Souhaitez-vous faire face à de plus grandes complications et à de plus importantes responsabilités que celles qui sont déjà les vôtres ? Je crois que nous en avons déjà suffisamment. Si un jour je pouvais affirmer avoir accompli tout ce qu'il était de mon devoir d'accomplir, alors peut-être pourrais-je envisager de prendre de la mescaline. Mais si j'en prenais aujourd'hui, je ne serais pas sûr de l'avoir pris pour de meilleures raisons qu'une curiosité fainéante. Il existe probablement des créatures appauvries pour qui, peut-être, la mescaline serait un cadeau des cieux offert sans contrepartie, mais je me méfie profondément des pures offrandes des dieux. Il y a toujours un prix à payer, et celui-ci est fort. Si l'on est trop inconscient, cela peut être un grand soulagement d'en savoir un peu sur l'inconscient collectif. Cependant, il devient très vite dangereux d'en savoir davantage sur lui, car on n'apprend pas à équilibrer ce savoir au travers d'un équivalent conscient. Et c'est là l'erreur que commet Aldous Huxley. Il ne comprend pas qu'il joue le rôle de l'apprenti sorcier, qui a appris de son maître comment réveiller les fantômes, mais pas comment s'en débarrasser. Et c'est la véritable erreur de notre temps. Nous pensons qu'il suffit de découvrir de nouvelles choses, mais nous ne réalisons pas que le fait d'en savoir davantage nécessite de notre part un développement moral équivalent à ce savoir. Il est regrettable de constater que les aliénistes aient pris possession d'un nouveau poison avec lequel jouer sans la moindre once de connaissance, ni le moindre sens des responsabilités. Je ne peux qu'espérer que ces médecins s'auto-administrent cet alcaloïde issu des grâces divines pour qu'ils puissent eux-mêmes faire l'expérience de ces si merveilleux effets. Nous sommes loin d'en avoir fini avec la conscience. Pourquoi vouloir en attendre davantage de l'inconscient ? Et c'est ce qu'on appelle un putain de crève-cœur. Clairement, Jung montre ici une résistance envers une substance qu'il admet ne pas connaître, mais qui pour lui présente de grands risques pour quiconque l'absorberait délibérément. Et j'avoue que pour ceux qui, comme moi, le considèrent comme une sorte de chaman des temps modernes, cette position, elle peut faire un peu tiquer en fait. Parce qu'avec la mescaline, Aldous Huxley ouvre une porte qui normalement devrait passionner Jung. Il nous parle d'une substance qui promet un accès direct aux espaces mentaux qu'il avait passé sa vie à cartographier. Alors pourquoi se montrer si méfiant ? Peut-être qu'il n'avait pas pris connaissance de l'usage des plantes magiques par les chamans auxquels il s'était intéressé au cours de sa vie. Peut-être que l'esprit occidental lui semblait incompatible avec ces substances. Ou peut-être qu'en réalité son étude de l'inconscient collectif n'était pas motivée par la passion, mais par de l'angoisse de voir le chaos ressurgir dans la conscience collective, un événement qu'il pressentait, qu'il s'attelait à préparer, mais auquel il aurait été fou d'ouvrir sa porte. Méfiez-vous des savoirs que vous avez dérobés, semble-t-il nous dire. Selon lui, il ne faut pas aller chercher des contenus inconscients autres que ceux qui se présentent spontanément à soi, sous peine de devenir complètement taré. Parce qu'il faut quand même dire que l'éveil spirituel avec lequel on nous rabat quotidiennement les oreilles, il est souvent représenté comme une sorte de réveil dans une perception multicolore accompagnée d'un orgasme permanent, mais qui selon Jung ne serait en réalité que la moitié d'un éveil spirituel complet. Selon sa compréhension, l'arrière-monde, l'inconscient collectif, c'est un espace au-delà du bien et du mal, qui contient en son sein tout ce qu'il y a de positif comme tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Dans cette compréhension, chaque objet qui constitue le monde contient une part de lumière comme une part d'ombre. Et si la mescaline peut effectivement nous permettre d'accéder à des états extatiques, eh bien elle contient forcément un némésis qui contient une part de chaos tout aussi importante. Comme le disait Lovecraft, « Ce qui est à mon sens pure miséricorde en ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge des ténèbres, cette révélation nous rendra fous.